Bonsoir, mon nom est Martine Richard, je suis coordonnatrice de l'Association des auteurs de la Montérégie et ce soir j'accueille M. François Hébert qui a remporté notre prix Arlette Couture 2020 avec son roman Miniatures indiennes. Bonjour. Bonjour. Bonjour, M. Hébert. Je pourrais pas tout dire ce que vous avez fait dans la vie jusqu'à maintenant, parce que ça prendrait tout le temps dont on dispose. Mais bon, rapidement, vous êtes poète, essayiste, romancier. Vous avez enseigné pendant 33 ans à l'Université de Montréal. Vous avez écrit pour Le Devoir. Vous avez été journaliste à Radio-Canada. Bon, j'en passe. C'est fini tout ça. C'est fini tout ça. Mais j'ai vu quelque part que vous êtes intéressé à Gaston Miron. Et vous citez le poète égarouillé, qui voulait dire un exilé de l'amour et de la beauté. Alors, moi, je voudrais savoir, pourquoi avoir choisi la littérature? Parce que votre vie n'est faite que de littérature. Auriez-vous été égarouillé? Si. Oui, c'est ça. Je le suis encore de temps en temps. Vous êtes encore, mais oui. Par définition, disons. Non, mais moi, mes parents, ils se sont rencontrés sur les bancs de la faculté de philosophie de l'Université de Montréal. Ma mère était la première femme philosophe, si on peut dire. Et donc, je suis né dans un milieu intellectuel. J'ai failli devenir philosophe, mais je trouvais que le langage des philosophes était trop carré, trop... pas sérieux. C'est sérieux, mais pas sérieux. C'est pas créateur, c'est pas créatif, c'est pas de la pensée en acte. Puis la littérature, pour moi, c'est de la pensée en acte. On pense à chaque page, on vit, on pense à chaque page dans un roman, dans un poème aussi. Et donc, de là, je me suis intéressé à la littérature. J'ai étudié la littérature. J'ai étudié l'œuvre de Malraux, qui est mon maître, en quelque sorte. Et puis, j'ai appris la littérature dans la littérature. En lisant, c'est pas, au fond, Malraux l'a dit, c'est pas en regardant des arbres qu'on devient peintre. C'est pas en parlant ensemble qu'on devient littéraire. C'est en lisant des romans qu'on entre dans le milieu des romans puis qu'on travaille sa pensée, sa vie, on se déségarouille, si je peux dire. Oui, oui, qu'on découvre l'esprit de la chose. Quand vous avez écrit Miniatures indiennes, bon, c'était sans doute après au moins un voyage en Inde. 6 voyages en Inde. Bon, alors... C'est un mélange d'expériences, là. J'ai repris des morceaux de vie. C'est absolument passionnant parce que il n'y a pas une intrigue qu'on suit tambour battant, c'est vraiment pas ça, mais c'est des réflexions qui partent dans tous les sens. Le Devoir a dit que c'était un texte échevelé. Moi, je trouve que c'est un très bel échevellement. Et c'est plein d'humour. C'est très intéressant. Oui, j'espère. Et vous y dites que... En fait, le narrateur, il dit que Régent Ducharme disait que les romans, c'est de la bouillie pour les chats. Avez-vous fait de la bouillie pour les chats? J'aime beaucoup les chats, j'en ferais pour les chats, mais non, j'ai un rapport paradoxal par rapport au roman, puis de Régent Ducharme aussi d'ailleurs, moi je peux parler de lui, là, mais c'est un roman en acte aussi, ce livre-là, c'est-à-dire qu'il s'écrit au fur et à mesure qu'il se vit, d'où le personnage de Nathalie, qui est ma copine, et qui lisait les pages au fur et à mesure et qui me donnait des commentaires. Des fois, c'était pas des vrais commentaires, c'est moi qui les inventais. On triche toujours un peu. On organise ça à partir de morceaux, des blocs que j'ai mis ensemble. Donc, les miniatures sont mes miniatures et pas seulement les miniatures indiennes. Mais j'aime beaucoup la peinture indienne aussi, puis les miniatures. On le sent quand on lit le roman que vous êtes un grand amoureux des arts. Oui, absolument. Et malheureusement, le temps qu'on avait pour discuter est déjà passé. Je vais vous inviter à lire un extrait ou quelques extraits. On peut aller en Inde, alors, directement. Oui, allons-y, vers la fin, on est chez les tribaux, les tribal people, les autochtones là-bas, ceux qui étaient du pays avant les Moghols, avant les Hindous et tout. La petite estafette Mahindra rouge est bondée, certains sont sur le toit. Vous allez avec votre ami de Bhubaneswar à Rubaba à la chemise déjà décrite, et vos guides Tarun au t-shirt moulant et Keshab, dont le prénom seul te reste, visiter les aborigènes de la tribu des Kolha dans la forêt ancestrale. À l'entrée du village de Gondirabeda, dans l'herbe,
Une douzaine de grosses dalles plates irrégulières vous accueillent. On dirait un patio, mais c'est un cimetière. Ici, les gens devancent le temps. Ils n'attendent pas que les pierres tombales basculent avec le temps. Ils les posent à plat tout de suite. Un échange de regards a lieu avec les premiers habitants de l'Inde. Les aïeux aux dents branlantes et des hordes d'enfants déguenillés vous étudient, l'œil grand ouvert sur vos appareils photos, mobiles, tablettes, comme si c'était eux les touristes et non pas vous les sujets d'émerveillement ou d'inquiétude. On vous mène dans le Maïdan, qui est une grande clairière ouverte à leurs occupations, des groupes bigarrés de femmes et d'enfants comme tu en voyais dans la Bible illustrée de ton enfance, et il y a des vaches, des chiens, des chèvres. Puis la grande épreuve annuelle a lieu pour désigner le prochain chef du village. L'ambiance est bon enfant. Une douzaine d'archers visent le tronc du bananier qui se trouve à bonne distance, quasi hors de portée de leurs armes antédiluviennes, à savoir un arc de bambou aux flèches aux pointes artisanales, bricolé avec du fer blanc découpé d'une boîte de conserve et à l'empennage douteux, provenant probablement de leurs volailles plumées, un armement digne de celui que nous nous fabriquions dans notre enfance, non moins archaïque. Le concours est démocratique et ouvert aux étrangers. Ils te mettront même à l'épreuve, puisque tu t'étais vanté d'être un chasseur à l'arc dans ton pays. Et voici déjà le moment venu de prouver ta valeur. On te prête un arc, tu tires, et la flèche se décroche, tombe à tes pieds. Les rires fusent. Ces tropiques ne sont pas tristes. Il faudra au tireur une bonne centaine de flèches avant que l'une d'elles, au terme d'une trajectoire hasardeuse, aille se planter dans la tige. L'archer gagnant, le roi de la tribu pour la nouvelle année, est porté sur les épaules du prêtre, avec le bananier sur sa propre épaule et la flèche fichée dedans en guise de trophée, et promené en triomphe dans le village aux cris de joie de tous. « Good thing you missed », dit Rodrigo, le Mexicain de Toronto. « Otherwise, il t'aurait fallu rester dans le village all year. » Alors, on reconnaît là ici votre humour. Merci pour l'extrait. Je pense que dans cet extrait-là, on peut dire que vous nous avez fait voyager. Lire, c'est voyager. Oui, tout à fait, j'espère. Merci beaucoup. Merci.